C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €. Les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le lac qui fait voyager. Guadeloupe, actualité. Notez que Noël Daufour, le dernier grand frère incarcéré, a été libéré et techniquement, effectivement, il a dû être rapatrié ici en Guadeloupe aujourd'hui. Le CHU de Pointe-à-Pitre, lui, met en place des formations pour améliorer la qualité de soins des patients. Et pour ce faire, l'établissement de santé a créé un centre de formation par simulation, de quoi permettre aux professionnels de faire leurs mains et peaufiner leurs pratiques. Regardez. J'ai la petite Anne qui vient d'accoucher là, il y a 5 minutes. D'accord. Elle avait crié et puis là, depuis 2 minutes, elle respire moins, elle est beaucoup moins réactive. Ok. Donc moi là, je l'ai juste séché. Quelle forme était la maman? À peu près 28 semaines d'aménorrhée, mais la grossesse était vraiment pas bien suivie. On va lui mettre le bonnet, on a le sac. Donc moi j'ai juste séché et là elle a un peu des sécrétions. D'accord. Hop, on va mettre le bonnet. C'est clairement une demande du SAMU lui-même d'arriver à optimiser la prise en charge de bébés. Vous avez vu, un bébé qui est censé faire 700-800 grammes, ça arrive dans le cadre de l'activité du SAMU, et c'est des choses qui ne sont pas très fréquentes. Alors plutôt que de se faire une expérience sur le terrain, il faut combien d'années pour avoir 3 ou 4 situations comme ça ? Il faut peut-être une dizaine d'années d'expérience. Grâce à cette technique de simulation, on peut se mettre en condition, on peut étudier les gestes adéquats, on peut étudier ce qui serait à mettre en œuvre pour améliorer ces gestes avec un mannequin, avec un environnement, sans aucun danger. Donc effectivement, c'est une demande du SAMU, c'est une proposition de notre part, et je pense que c'est très fructueux pour eux. On se laisse vite prendre au jeu, c'est de la simulation à haute fidélité, donc rapidement on est dans la situation, on se sent immergé dans l'expérience clinique avec un vrai scénario, des vraies constantes, un stress qui monte de manière crescendo. Donc c'est assez déroutant au début, mais rapidement on sent que ça nous permet d'être plus à l'aise et de mieux communiquer avec nos collègues pendant ces situations de crise. Ce qui s'est passé il y a 5 minutes maintenant, c'est un scénario haute fidélité. C'est pas du tout un contrôle de connaissances, c'est une mise en pratique de gestes, une synergie d'équipe. Et maintenant, ce qui va suivre, c'est la partie importante de la pédagogie. On va revenir sur ce qui s'est passé, on va étudier la succession des événements, on va étudier la manière dont ils ont réagi à des signaux qu'on a mis sur le scope de l'enfant, des changements de couleur de l'enfant. Est-ce qu'ils ont été réactifs? Est-ce qu'ils ont utilisé le bon matériel de la bonne manière? C'est ce qu'on va voir, on va voir avec eux maintenant. Oui, je pense vraiment, parce que maintenant en médecine, la DASH, c'est jamais la première fois sur le patient. Donc ce genre de simulation, c'est l'occasion de mettre en pratique ce qu'on a appris dans les bouquins et d'être plus à l'aise après au lit du patient. S'informer, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Ça commence, je dirais, en maternelle et ça se termine bien après la retraite. Se former, pour un professionnel de santé, c'est quelque chose qui devrait faire partie de la pratique courante au moins 2 fois par an. Et c'est ce qui est recommandé. Alors, celui de la médecine, c'est un métier qui fait rêver, en tout cas moi qui me faisait rêver, parce que je suis rentré dans cette filière, et de voir que ça progresse de jour en jour, qu'on améliore nos prises en charge, également les techniques pédagogiques. Donc c'est un vrai plaisir d'être dans cet élan d'innovation. Le GIPRASPEG lui met l'accent sur la détection néonatale de la surdité. Suite à la mise en place du dispositif spécifique régional en périnatalité, il participe à la coordination des dépistages de la surdité permanente chez les nouveau-nés. Cet examen doit être proposé à tous les enfants dès leur premier jour de vie. Regardez. GIPRASPEG, c'est un établissement qui assure des missions de service public. Nous avons plusieurs composantes.
nous avons le DAC, le dispositif d'appui à la coordination, mais nous avons le DSR en périnatalité qui intervient aujourd'hui sur les préoccupations liées à une mission, la mission du dépistage de la surdité néonatale. À partir des 24 premières heures de vie, l'enfant peut bénéficier de ce dépistage. Donc il est fait par une sage-femme, par une puéricultrice, une auxiliaire de puériculture, par un personnel soignant. Et puis par la suite, on a un résultat. Ce résultat dit si l'enfant entend ou si le test n'est pas concluant. Si le test n'est pas concluant, il bénéficie d'un deuxième dépistage et éventuellement d'un accompagnement, cette fois-ci avec le centre de référence de la surdité au CHU. Ce sont des électrodes qu'on pose à certains endroits stratégiques et on envoie une stimulation au cerveau. Et de là, comme l'enfant, le nourrisson n'est pas capable de nous dire qu'il entend. Donc à ce moment-là, son cerveau réagit et le test est validé ou pas. Le dépistage en général, ça, c'est pas un sujet tabou. Le dépistage standard à la naissance qui est fait par le test de Guthrie, par exemple, qui a une toute petite prise de sang, il est quasiment jamais refusé. Le dépistage de la déficience auditive ou de la surdité, il est également très bien accepté. En pratique, on a très peu de reflux. On aura les chiffres là de l'année 2023. Et je pense qu'on a moins de dizaines de parents qui auraient refusé le dépistage. Il faut encore agir, il faut encore former les acteurs, il faut encore interpeller sur les nouveaux matériels, sur le nouveau dispositif, une organisation beaucoup plus précise. Comment interpeller le parent, comment structurer l'accueil au niveau de l'hôpital, comment structurer notre organisation au sein du DSR en périnatalité. Ce sont toutes ces questions que nous ferons, que nous échangeons, sur lesquelles nous échangeons aujourd'hui et nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Les professionnels de santé, évidemment, ont besoin d'être accompagnés. C'est vrai qu'ils sont sur le terrain tous les jours. Et c'est important de prendre ce temps, finalement, de le voir avec eux. Voilà ce que vous faites depuis 10 ans. Voilà comment vous le faites bien. Et voilà comment on peut encore mieux le faire. Et c'est vraiment l'objectif de cette journée, de leur montrer que vraiment, ils font du bon travail. On est quand même à plus de 95% d'exhaustivité. Et là, on va chercher ce 5% supplémentaire pour être vraiment sûr qu'en Guadeloupe, tous les enfants sont dépistés. Et dans le cadre du programme Erasmus, la communauté scolaire du Collège du Rézé se penche sur l'obésité chez les jeunes en Guadeloupe et dans le monde. Il faut savoir que de nos jours, les enfants attrapent le diabète dès 10 ans, une donnée véritablement inquiétante. L'heure est donc à l'éducation, à la nutrition. Regardez. On s'est rendu compte que les enfants à l'école grossissaient de plus en plus. Nos enfants sont de plus en plus gros et il y a des signes, c'est-à-dire qu'on a des jeunes enfants qui sont tout jeunes et qui ont déjà le diabète de type 2. Des enfants de 10, 11 ans qui ont déjà le diabète de type 2. Ça n'existait pas auparavant. Les enfants marchaient, tandis que maintenant ils sont en voiture, ils sont covoiturés tout le temps. Et donc on les voit grossir. Et à l'école, on voit des enfants qui, par exemple, ne viennent pas à l'école parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont déjà le trouble du sommeil. Donc on s'est dit que là, il fallait faire une éducation à la nutrition et pour avoir une vie saine. L'obésité, j'ai envie de dire que c'est un sujet important au niveau mondial, puisque nous sommes justement conscients du fait que nos jeunes ont besoin de cette aide à l'éducation nutritionnelle pour pouvoir être en pleine forme et pouvoir justement performer et avoir une bonne réussite scolaire. Il faut justement allier bien-être et réussite scolaire. On ne peut pas justement réussir au mieux si on a des problèmes de santé en parallèle. L'organisation de Tudor Kojewski est spécialisée dans les projets Erasmus. Donc ils ont une grande expérience de ces projets Erasmus et donc pour eux dans ce projet ils partagent avec nous leur expérience et ils ont une grande expérience dans les projets digitales et donc là ils ont mis leur expérience au service de ce projet pour créer une nouvelle application sur l'éducation et la nutrition qui va permettre aux enfants de s'approprier ce domaine. Nous avons 4 de nos élèves qui vont faire partie d'une mobilité. Il s'agit actuellement d'une mobilité à l'adresse d'adultes, mais les élèves sont amenés à partir dans les pays partenaires, donc que ce soit la Bulgarie, la Macédoine, l'Italie. Ils vont poursuivre ce projet puisqu'il s'agit de mettre en place des séances de sensibilisation à l'adresse des élèves avec ce casque de réalité virtuelle et ils vont pouvoir rencontrer donc leurs homologues, leurs pairs dans ces différents pays partenaires et prendre part à ces séances de sensibilisation et devenir de réels ambassadeurs au sein de leur établissement, mais peut-être aussi dans le cadre d'une mutualisation aussi de ressources dans d'autres établissements scolaires du second degré.
Un reportage de Maxime Morel. Et le parc national lance une consultation autour du devenir des îlets pigeons. Véritable trésor de biodiversité, ces espaces doivent être exploités tout en étant protégés. Un équilibre fragile que les acteurs doivent trouver pour bénéficier de cette ressource sans la dégrader. Regardez. Je tiens d'abord à saluer l'initiative du parc national d'avoir lancé cette concertation autour des îlets pigeons. Donc, c'est une problématique qui nous tient à cœur, puisque comme on aime le dire, l'attractivité de ce site-là, il est dû à la richesse exceptionnelle en termes de flore et de faune sur ce site. Donc, effectivement, nous avons énormément d'activités économiques, de loisirs sur le site, et l'objectif, c'est de pouvoir concilier et de trouver un équilibre entre ces activités économiques et de loisirs et la préservation de la biodiversité. On va faire étape par étape, parce que l'idée, c'est vraiment que chacun des acteurs puisse s'exprimer. C'est vraiment pour que lorsqu'on établira ce plan de gestion, ce document stratégique de gestion des îlets, on puisse avoir vraiment balayé toutes les situations, que ce soit sur les acteurs socio-économiques, que ce soit sur les associations, le Guadeloupéen lambda, le touriste qui passe, qu'on puisse vraiment tenir compte de chacune de ces composantes pour vraiment définir une nouvelle façon de gérer les îlets pigeons. La richesse, c'est notre biodiversité. C'est ce qui attire les clients, donc ils doivent se tenir à respecter la réglementation. Du côté de la ville de Bouillante, nous avons lancé un projet autour de l'organisation du mouillage, puisque c'est aujourd'hui les mouillages sauvages qui dégradent nos fonds marins. Et depuis quelques années, nous travaillons sur la mise en place d'une halte légère de plaisance avec des mouillages éco-récifs qui vont permettre justement que l'État nous donne la main sur cette organisation et qu'on puisse, nous, la ville, réglementer les différentes activités. Il n'y a jamais une solution qui plaît à tout le monde. Par contre, l'objectif, c'est de trouver celle où chacun, au maximum, trouve son compte. Donc oui, ça va nous demander beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on a fait le choix de se faire accompagner par des professionnels de la concertation, donc les 2 bureaux d'études qui étaient là ce soir, et puis de renforcer aussi les équipes du parc, d'organiser le travail en interne pour que justement les équipes du parc soient dédiées sur ce grand projet qui nous tiendra au moins pour une année. Un reportage d'Olivier Félix. Et on se rend maintenant à Lamentin pour la journée des associations. La 7e édition du Village des Activités, c'est une manifestation annuelle qui permet de regrouper les associations du territoire et aussi les partenaires institutionnels qui sont dans le secteur de la vie associative. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on aimerait que la population puisse avoir les activités qui existent sur le territoire et notamment qu'elle puisse avoir les dispositifs qui sont mis en place pour qu'on puisse les accompagner à avoir accès à des activités physiques, sportives, culturelles et autres. Nous sommes partenaires avec la ville du Lamentin depuis plusieurs années. Nous avons signé une convention territoriale globale qui encadre les actions et les projets qui seront portés sur le territoire en faveur des familles. Nous accompagnons les associations pour permettre justement de mettre en place des actions, des projets en faveur des familles du territoire. Nous faisons du design floral, comme le nom l'indique. Donc nous utilisons des végétaux pour faire des supports, des structures en bois, en liane, avec tout ce qu'on a ici en Guadeloupe. Les calebasses, les noix de coco, enfin toutes sortes de choses qui nous permettent de mettre en valeur nos fleurs tropicales. L'aspect associatif sur un territoire est essentiel justement pour permettre la mixité sociale, pour permettre aussi aux jeunes de découvrir des aspects de la vie comme des futurs citoyens de demain et de pouvoir aussi avoir cette approche pédagogique qu'ont les associations. Nous remercions d'ailleurs l'ensemble des associations du territoire du Lamentin parce que ce sont tout d'abord des bénévoles qui s'occupent sur leur temps libre de nos enfants, de nos jeunes et qui permettent aussi d'avoir cette cohésion sociale sur le territoire. Les municipalités comptent beaucoup sur les associations pour faire vivre les communes. Ça ouvre des portes pour les associations également. Alors quand il s'agit du sport, ça fait venir des nouveaux licenciés. Pour nous, ce sont des nouveaux clients. Donc voilà, ça fait du bien à tous, quoi.
Et retour maintenant sur le 73e Run Trophy, une édition satisfaisante selon l'organisation qui se réjouit de la bonne tenue des courses. Regardez. Bien satisfaisant pour nous à l'organisation. Le public était présent, les pilotes ont répondu présent à 54 engagés. La précédente, il y en avait 55. Donc on est sur les standards. Et puis bon, pour nous, c'est satisfaisant. Bien sûr, la dernière, par habitude, il y a toujours eu plus de pilotes à la dernière. Donc on ose croire qu'il y aura un petit peu plus de pilotes, puisqu'il y a des aficionados qui aiment venir à la dernière, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, et on l'accepte. Donc on attend un petit peu plus de pilotes sur la dernière. C'est une grosse fierté parce qu'on a eu beaucoup d'ambiguïtés, beaucoup de problèmes sur les deux précédentes courses par rapport à des soucis mécaniques. C'est-à-dire quand on monte un véhicule, on a on fait un développement, on a toujours des problèmes, des pièces qui lâchent, du coup il faut les mettre en foncier, etc. Donc là, je suis vraiment satisfait de cette course aujourd'hui. Moi-même, je me suis remis en question par rapport à mes départs juste avant. Et là, j'ai vu que j'ai pas pu anticiper. Mais bon, au moins, j'aurais pu faire une deuxième participation. Ça m'aurait plu. Licence a remis le trophée. Du kilomètre, en grand, en large, en long. Patrice, profite. On voulait concrétiser notre temps, ce qui a été fait aujourd'hui. Donc satisfait, même si malheureusement on n'a pas eu de confrontation cet après-midi. Mais ici, objectif accompli, objectif personnel accompli en tout cas. Ici, j'ai affiché sur la dernière montée à Mondragui un 9-12, donc satisfait. O News Radio sur outremernews.fr.